Bonjour à tous. Bonjour à tous. On va commencer, ça vous va? Bonjour à tous. Aujourd'hui, le sujet, dernier sujet, je pense, de la journée. Donc, on espère que vous êtes encore en forme là-dessus. C'est vraiment vous parler de comment avoir un marketing performant dans un monde où, voilà, qui devient de plus en plus frugal en données, notamment en données consommateurs. Donc pour ça, voilà, on a la chance d'accueillir avec nous pas mal d'experts du sujet. Donc voilà, on va commencer dans l'ordre. Arnaud, peut-être tu veux commencer par te présenter? Sûr. Bonjour, très content d'être avec vous ce soir. Je suis directeur produit chez Criteo. Bonjour, Myriam Yagdan. Je travaille chez Google et j'accompagne des enseignes retail et des marques sur leur stratégie digitale avec une expertise sur les sujets privacy. Bonjour à tous, Romain Muller, en charge de la direction marketing digital et médias chez Conforama. Merci, bonjour à tous. Et de mon côté, Florent Thiebaud, Managing Partner chez Artefact. Artefact, on est une société de conseil spécialisée en data, justement. On accompagne pas mal d'acteurs sur le sujet. Donc, pour introduire un petit peu le contexte, je pense que pas mal d'entre vous sont au courant, mais il y a pas mal d'évolutions aujourd'hui qui ont lieu dans le marketing digital, dans le monde du digital marketing, avec voilà, des régulations qui sont progressivement mises en place, avec RGPD, e-privacy, qui vont notamment dans le sens de restreindre l'accès aux données qu'on va juger personnelles des consommateurs en demandant le consentement voilà, explicite de ces consommateurs pour pouvoir les utiliser. On appelle données personnelles, bien entendu, les données voilà, qui peuvent être des noms, prénoms, emails, mais aussi des données pseudonymisées comme des cookies et des ID de cookies qui sont des trackers qui permettent de voilà, traquer le comportement des utilisateurs sur le web, par exemple. Suite à ça, on a voilà, un certain nombre d'évolutions technologiques aussi qui ont eu lieu et qui sont encore en train d'avoir lieu. Donc il y a notamment voilà, ce qu'on appelle les cookies third party voilà, qui ont commencé à disparaître sur un certain nombre de navigateurs comme Safari, comme Mozilla, et qui vont être amenés à disparaître voilà, vers le milieu d'année prochaine pour voilà, Google Chrome notamment, avec une disparition qui va se faire de manière progressive sur l'année et qui va commencer dès janvier, avec, pour permettre des tests, 1% des cookies third party qui vont être enlevés. On a un certain nombre d'ID publicitaires qui ont aussi été enlevés, notamment des mobiles voilà, Apple, donc les iPhones, les tablettes, etc., qui ne permettent plus voilà, de cibler de manière précise des consommateurs sur des applis sur l'univers Apple. Aujourd'hui, ils restent actifs voilà, sur l'univers, notamment Android. Et donc voilà, tous ces paramètres voilà, font que c'est plus difficile de collecter et d'accéder à des données personnelles sur les consommateurs. En plus de ça, ce qu'on voit, c'est qu'il y a notamment une prise de conscience des utilisateurs sur voilà, l'utilisation que vont faire les marques, les retailers, les publishers de leurs données. Ils vont être plus attentifs, donc vous et moi, on va être plus attentifs à regarder voilà, pourquoi on donne notre consentement sur l'utilisation des données à des fins marketing sur quels canaux, dans quel but, de mesure, etc. Et donc, tout ça mis bout à bout fait qu'on voit quand même qu'il y a voilà, de plus en plus de difficultés à accéder à ces données consommateurs pour ensuite les utiliser pour cibler, pour mesurer ce qui se passe voilà, notamment sur le web et sur l'environnement du digital marketing. Voilà, peut-être pour rebondir là-dessus, je vais donner la parole, voilà, je vais donner la parole à Criteo pour commencer, pour nous expliquer en fait, voilà, dans quelle mesure vous travaillez vous de votre côté sur ce sujet, quel est votre point de vue sur le sujet. Merci pour ces éléments de contexte. Effectivement, quand on regarde plein de questions, il est logique que plein de questions arrivent sur la quantité de données, sur la capacité à utiliser ces données. Mais avant d'entrer dans le sujet, je pense que quelque chose qui est vraiment fondamental, c'est de se rappeler que pour nous, en tant qu'industrie, on agit dans l'intérêt des utilisateurs, des consommateurs, et que la vie privée des utilisateurs est au cœur des préoccupations quand on construit nos produits, quand on construit nos relations commerciales, notre écosystème. Et donc on a
tous un rôle à jouer dans l'éducation des consommateurs, qu'on soit marque, qu'on soit retailer, qu'on soit membre éditeur ou membre de la tech, pour éduquer l'utilisateur, inciter au partage de son consentement et de la donnée. Et si l'utilisateur choisit de ne pas partager sa donnée, il existe également des méthodes, et on pourra revenir dessus, pour continuer à avoir de la publicité pertinente et de la mesure associée. Voilà, c'est ça, je pense, le point clé aujourd'hui. Je ne sais pas si comment tu vois les choses de ton côté chez Google. Alors, je partage le point de vue et le fait qu'on est aussi un moment pivot, en effet, de l'histoire de la publicité en ligne, parce qu'on a d'un côté des nouvelles opportunités qui se présentent, notamment avec tous les progrès qu'on fait en termes d'intelligence artificielle, et de l'autre côté, on a des solutions qui sont historiques, qu'on utilise depuis très longtemps et qui vont bientôt disparaître. C'est le cas des cookies tiers. Et donc tout ça, ça nous demande, en tant qu'acteurs de l'industrie publicitaire, ça nous demande de réinventer un nouveau modèle publicitaire qui soit plus protecteur de la vie privée des utilisateurs tout en maintenant la performance pour les annonceurs. Et quand on parle de frugalité, donc c'est une frugalité qui en effet est imposée, et tu as bien parlé des évolutions technologiques et réglementaires qui font qu'aujourd'hui on a accès à moins de données, mais par frugalité, on peut aussi se dire qu'on peut avoir un comportement plus frugal et donc plus responsable dans l'utilisation de la donnée, et en particulier parce qu'il s'agit d'une demande des consommateurs. Quand on s'intéresse à ce que les consommateurs nous disent, on a fait une étude avec le BCG qui montre que 80% aujourd'hui des consommateurs sont préoccupés par l'état de leur vie privée en ligne, mais en même temps, 74% d'entre eux ne souhaitent être exposés qu'à des publicités qu'ils jugent pertinentes. Donc au final, les consommateurs ne sont pas contre de la publicité personnalisée, parce que la publicité pertinente est souvent de la publicité personnalisée, mais il y a un besoin pour les consommateurs, pour les utilisateurs, d'être davantage en maîtrise de la façon dont ils partagent leurs données, de savoir ce qui est fait de leurs données et d'avoir le contrôle là-dessus. Et donc aujourd'hui, c'est une opportunité pour les marques d'aller dans le sens du consommateur. D'ailleurs, les utilisateurs sont 2 fois plus à même de partager leurs données quand ils font confiance à la marque. Et donc, en allant dans le sens de cette préoccupation des utilisateurs, on arrivera à continuer à avoir un marketing plus responsable et qui reste performant. Super, merci beaucoup. Donc voilà, donc c'est clair, il y a des choses qui évoluent. Il y a ces données qui sont plus difficilement accessibles, et ça, voilà, ça a des conséquences. Et peut-être, Romain, est-ce que tu peux nous dire, voilà, toi, de ton côté, chez Conforama, les conséquences que tu vois en tant qu'annonceur, finalement, en tant qu'utilisateur de ces technologies et de ces données consommateurs pour de la publicité? Alors nous, chez Conforama, comme la majorité des annonceurs, j'imagine, on a d'abord été impressionnés un petit peu par le contexte qui se présentait à nous, déstabilisés au début, par l'accumulation, en fait, l'empilement des mesures, qu'elles soient réglementaires, qu'elles soient technologiques, qui ont toutes pour finalité, pour conséquence, de réduire considérablement la donnée collectée et donc la donnée accessible pour un annonceur. Donc d'un côté, les mesures réglementaires, le RGPD, on connaît tous, avec ces fameuses boîtes CMP sur tous les sites, avec un taux de consentement qui a démarré à 70%, qui n'a fait que décroître pour se stabiliser aujourd'hui autour de 50%. Plus récemment, le Digital Market Act, DMA, le Digital Service Act, qui sont arrivés en 2023 pour renforcer le contrôle des grandes plateformes numériques sur la collecte de données, et donc réduire encore plus la donnée disponible. Et puis, côté technologie, on en a parlé rapidement, les restrictions, dans un premier temps, des navigateurs, à commencer par Safari et Firefox, sur les cookies tiers, et aussi sur les cookies first, dont la durée de vie a été limitée. Chrome rejoint la danse, donc mi-2024. Et puis côté techno, on a aussi, et on en parle rarement dans ce contexte, mais on a aussi, il ne faut pas les oublier, ce sont les ad blockers. On considère que les ad blockers, que 20 à 30% des navigateurs sont équipés aujourd'hui d'ad blockers. Donc un ad blocker, ça empêche un tag de se déclencher, et donc ça empêche un cookie d'être posé, une donnée d'être collectée. Voilà, donc dans ce contexte, évidemment un petit peu impressionné, comment est-ce qu'on va réussir à continuer à faire du e-commerce, et puis finalement du commerce en général.
Ce qu'il faut bien avoir en tête en plus, c'est que tous les aspects, tous les pans du e-commerce traditionnel et du web marketing traditionnel sont touchés. La web analyse, puisque 50% des sessions, par exemple, sur un site web ne sont plus traquées. L'attribution, puisqu'on ne peut plus suivre de parcours cross-device, puisque le post-view n'est plus pris en compte. Et puis tous les leviers traditionnels du web marketing sont impactés. Le search, puisque 50% des conversions ne sont plus attribuables à une interaction publicitaire. L'affiliation, il y a 50% des ventes qu'on ne peut plus rattacher à un apporteur d'affaires. Le retargeting, ça t'en parlera évidemment mieux que moi, qui est historiquement basé sur les cookies tiers. Le display, qui s'appuie aussi sur le post-view qu'on ne peut plus traquer voilà, dans un monde sans cookies tiers. Donc tous les leviers sont impactés. Néanmoins, à force d'approfondir le sujet et d'étudier la question, on a fini par se rassurer pour plusieurs raisons. La première, c'est que des solutions existent et on va en parler. Donc, les solutions, quelles sont-elles? Il y a d'abord la simulation de cookies first party. Il y a des solutions pour traquer sans cookies tiers. Je pense notamment à la possibilité de traquer via des données first party, des données personnelles. Myriam va sûrement en reparler, mais j'ai en tête notamment la solution Google Enhanced Conversions de Google. Évidemment, le tracking server-side, voilà, qui permet de s'affranchir du tracking par navigateur et donc des cookies tiers. Donc on a toutes ces solutions qui existent. On a aussi les solutions qui permettent d'extrapoler la donnée existante. Je pense encore une fois à une solution Google, notamment le Google Concept Mode. Voilà, donc les solutions existent. On se rend compte, en tant qu'annonceur chez Conforama, qu'en les implémentant au fur et à mesure de leur parution, eh bien, l'impact, la dégradation des performances, finalement, est très peu significative. On arrive à maintenir nos performances publicitaires. En fait, les algorithmes arrivent à maintenir leur performance avec un pool de données, même un petit peu réduit. Voilà. Et pour finir, dernier point, c'est que ces mesures réglementaires et technologiques, finalement, ne sont pas discriminatoires. Il n'y a pas de distorsion de la concurrence. Tout le monde est logé à la même enseigne. Et finalement, les annonceurs qui s'en sortiront le mieux seront ceux qui seront les plus aptes à implémenter toutes ces solutions alternatives qui sont aujourd'hui disponibles. Super, merci beaucoup Romain. Donc effectivement, hein, comme l'a dit Romain, voilà, c'est quelque chose qui peut faire peur dans un premier temps, mais effectivement un certain nombre de solutions technologiques existent. Donc on va voir certaines d'entre elles notamment. Donc Myriam, est-ce que tu peux voilà, nous exposer un petit peu ce que vous faites chez Google Ads notamment en termes de solutions pour pallier à ces évolutions réglementaires et technologiques? Oui, avec plaisir. Face à la diminution des données, donc du coup, l'enjeu, c'est pour les annonceurs de mettre en place des solutions d'activation média et de mesures qui soient durables. Donc, chez Google, on a une stratégie qui repose sur 3 piliers. Un premier pilier qui est la donnée propriétaire. Donc, ce pilier il consiste pour les marques et les retailers à construire un socle solide de données propriétaires et plus particulièrement de données propriétaires consenties. Les données propriétaires, ce sont toutes les informations que vos consommateurs vous donnent avec leur consentement, que ce soit online ou offline, ça peut être en magasin. Et ces informations, elles sont importantes parce qu'elles vont permettre de compenser le fait que vous avez moins d'informations, moins de données et moins de fiabilité des données qui proviennent d'autres sources. Et dans le cadre de l'utilisation des solutions Google, ces informations, ces données propriétaires sont particulièrement importantes parce qu'elles vont venir améliorer de façon très significative la performance des solutions publicitaires qui sont alimentées par l'intelligence artificielle. Donc des solutions que vous allez utiliser, qui utilisent l'intelligence artificielle pour du ciblage, par exemple, pour l'optimisation des campagnes avec Performance Max, pour de la mesure. Et pour vous donner un exemple très concret, donc, tu le citais, Enhanced Conversions, c'est une solution aujourd'hui qu'on propose, qui utilise la donnée propriétaire pour pallier à la question du fait qu'on a moins de cookies, à la fois dû à la limitation des cookies first party et à la disparition partielle aujourd'hui des cookies tiers et à la disparition totale prochaine. Donc cette solution Enhanced Conversions, c'est la façon dont elle fonctionne, c'est que les annonceurs envoient à Google de façon hachée des données propriétaires. Et Google fait un travail de réconciliation entre les données propriétaires des annonceurs et les données d'utilisateurs logués avec leur consentement. Et ce travail de réconciliation permet de réattribuer des conversions
qu'on n'attribuait plus à des campagnes parce qu'on avait perdu le cookie. Donc ça permet de réattribuer des conversions à des campagnes, notamment des campagnes search ou YouTube. Et pour vous donner un chiffre, on a mesuré pour des annonceurs qui avaient mis en place Enhanced Conversions, on a mesuré que leur taux de conversion était amélioré de 17% grâce à ça, grâce à la réconciliation de données first party. Donc 17%, ce n'est pas du tout négligeable en fait, comme impact, surtout quand on a besoin, et je pense à cette période qui est particulièrement importante pour les retailers en ce moment, la Black Week, la période de préparation de Noël, quand on a besoin d'un pilotage au plus près et le plus précis, le plus fiable possible en fait, de son activité, de sa performance média. Donc le premier pilier, ce sont les données propriétaires. Le second pilier, c'est l'intelligence artificielle. Alors depuis longtemps, l'intelligence artificielle nourrit les solutions Google. En 2017, Google avait annoncé qu'on était une AI first company. Donc beaucoup de nos solutions aujourd'hui utilisent l'intelligence artificielle. Et là aussi, je peux vous donner un exemple assez concret de la façon dont l'intelligence artificielle vient aider sur de la mesure grâce à la modélisation. La modélisation, en fait, nous permet de compenser le fait qu'on ait moins de données. Donc, Romain, tu parlais tout à l'heure du fait qu'on a moins de données, du fait que les utilisateurs ne consentent pas toujours à partager leurs informations. Et la solution Consent Mode, elle permet de communiquer à Google l'état du consentement des utilisateurs et elle permet aussi de modéliser les conversions pour les utilisateurs qui n'ont pas consenti. Et on mesure que c'est 65% des parcours d'utilisateurs non consentis, des parcours qu'on arrive à reconstituer entre l'interaction publicitaire et la conversion. Et ça, donc, ces deux premiers piliers, données propriétaires, intelligence artificielle, ce sont deux piliers où on a des solutions qui existent déjà aujourd'hui et qui peuvent déjà être utilisées pour compenser la perte de données et avoir un pilotage et une mesure plus efficace de son marketing. Et enfin, le troisième pilier il consiste à s'appuyer sur les nouvelles technologies publicitaires qui sont en train d'être créées pour être plus protectrices de la vie privée tout en continuant à préserver en fait, des cas d'usage et marketing essentiels. Donc, c'est le cas de Privacy Sandbox, sur lesquels les équipes Chrome travaillent en prévision de la disparition des cookies tiers. Donc, Privacy Sandbox, il travaille sur des API et de nouvelles technologies qui sont plus protectrices de la vie privée que les cookies tiers, parce que les cookies tiers, aujourd'hui, ce sont des traceurs qui suivent les utilisateurs de site en site. Donc l'enjeu demain, c'est d'avoir une nouvelle technologie qui ne suit plus les utilisateurs de site en site, qui préserve mieux leur vie privée, mais qui permettent quand même d'avoir des cas d'usage essentiels marketing qui restent préservés. Donc je pense à du remarketing, du ciblage, par exemple, en fonction des centres d'intérêt. Donc moi, je travaille dans les équipes Google Ads et on travaille en partenariat avec les équipes Chrome sur le test de ces API. On travaille en partenariat au même titre que d'autres AdTech et que mon voisin Criteo, notamment sur ce sujet. Et on est en train de tester les signaux issus de Privacy Sandbox en combinaison avec d'autres signaux, par exemple en combinaison avec des signaux contextuels ou des signaux first party. Et on a communiqué récemment sur des résultats de tests où on teste la combinaison de ces signaux et la façon dont ça performe par rapport à des cookies tiers sur du ciblage en fonction des centres d'intérêt. Et on a des résultats prometteurs. Donc on est confiant dans le fait d'avoir des solutions qui fonctionnent quand les cookies tiers disparaîtront. Donc ça, ce sont les trois piliers qu'on a côté Google sur notre approche privacy. Super, merci. Et du coup, Arnaud, toi, voilà, on imagine bien aussi que Criteo travaille ardument dessus, sur un modèle voilà, qui s'appuie notamment sur la publicité, historiquement sur les targeting, des données third party. Donc, quelle est votre stratégie sur ce sujet chez Criteo et qu'est-ce que vous développez aujourd'hui? Merci. Donc, aujourd'hui, il y a des changements, tu le disais, tant réglementaires que technologiques, et ils vont impacter l'ensemble de la chaîne de valeur. Depuis l'annonce de Google en 2020 de la suppression des cookies tiers, il y a eu beaucoup de solutions d'adressabilité qui se sont développées. On les a testées, on y a contribué. Et il est important aujourd'hui pour nous et pour l'ensemble de l'industrie de comprendre nos options. Et je pense qu'il est aussi essentiel de comprendre comment cela se traduit pour l'ensemble des parties prenantes de l'écosystème. Déjà, les consommateurs, tout d'abord, qui sont à la recherche de contenus de qualité, de personnalisation gratuit, les marques qui cherchent l'efficacité de leur budget marketing pour stimuler les ventes, les agences qui ont les mêmes objectifs en les accompagnant, les retailers qui veulent de la personnalisation sur le parcours
sur le site, en dehors du site, la monétisation, également la capacité à monétiser leurs données sur le site, en dehors du site, et les éditeurs aussi qui cherchent à garder les niveaux de CPM qu'ils ont pu atteindre grâce à la personnalisation. Voilà un petit peu pour l'ensemble des enjeux qui sont devant nous. Et en fait, le maître mot sera celui de la flexibilité. On croit beaucoup chez Criteo à notre stratégie historique d'adressabilité autour de l'interopérabilité, de l'évolutivité, ce qui permet en fait à la fin d'avoir un écosystème plus ouvert, plus unifié. Et quand on dit ça, on dit très rapidement une plus grande performance, la plus grande valeur pour l'ensemble des parties prenantes. Et concrètement, la façon dont on le décline chez Criteo aujourd'hui, c'est-à-dire que, vous l'avez compris, il n'y a pas une seule solution. Donc on regarde de multiples solutions qu'on évalue selon des critères de respect de la vie privée et également d'utilité pour l'écosystème. Et par utilité, je veux dire très concrètement la précision, à quel point il y a une connexion entre l'information qu'on a pour proposer une publicité et celle du parcours utilisateur. Celle de l'échelle, le second critère, celui de l'échelle, à quel point on est capable de reproduire la solution à l'échelle pour vraiment stimuler les ventes et pas sur des choses qui sont trop petites et qui du coup n'intéresseraient pas Conforama par exemple. Et enfin, de viabilité économique pour avoir des ROI qui font encore une raison d'investir. Donc voilà, c'est vraiment ça qui est cœur. Et donc on a construit notre stratégie en partant de ce constat-là. Notre stratégie, elle se décline sur 3 piliers qui sont soutenus par l'intelligence artificielle. Le tout premier, c'est celui de la donnée propriétaire, donnée first party, tant côté annonceur que côté éditeur. C'est-à-dire le fait de construire ces bases de données avec des signaux qui permettent la réconciliation entre l'offre et la demande, typiquement les emails hachés, qui permettent du coup d'avoir des parcours utilisateurs cohérents entre la demande et l'offre. Le second pilier sur lequel on travaille est celui de la Privacy Sandbox, et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus en détail par la suite. Le troisième pilier, c'est celui des environnements fermés, à savoir notre réseau de 220 retailers sur lesquels on fait du retail média, et également les réseaux sociaux avec notre partenariat avec Meta. Et dans les deux cas, en fait, ce à quoi on accède, c'est un inventaire sur lequel on a des utilisateurs qui sont adressables, sur lequel on peut donner des messages hautement personnalisés avec une capacité de mesure précise. Et donc, ces 3 piliers, je vous le disais, ils sont supportés par une approche d'intelligence artificielle de bout en bout. Quand je dis de bout en bout, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà à l'intérieur de chacun des piliers, pour aller chercher plus de performance, on pousse les décisions grâce à de l'intelligence artificielle. Ensuite, entre les piliers. Et quand je dis ensuite, je devrais presque dire surtout entre les piliers, parce que la question, on le disait, on l'a tous dit, il n'y a pas une seule solution d'adressabilité pour demain. Ça va être une combinaison de plusieurs. Une question centrale sera celle du mix, celle du choix, quel équilibre. Et il est peu probable que le mix soit le même en tout temps, en tout lieu et pour tout utilisateur. Et c'est là où les capacités qu'on a avec l'intelligence artificielle vont permettre de faire des choix vraiment au plus près de chaque opportunité d'affichage pour les utilisateurs. Et enfin, l'AI comme moyen d'aller au-delà de la partie adressable pour des utilisateurs qui, pour une raison régulatoire ou technologique, on n'est pas capable d'utiliser l'une des solutions précédemment citées. On a cette capacité, et Romain en parlait tout à l'heure, de modélisation, d'inférence, d'extrapolation qui permet de continuer à avoir des messages pertinents et ensuite une mesure. Donc voilà, notre approche, pour finir sur cette question-là, est vraiment celle de dire des solutions, plusieurs solutions de qualité articulées par l'AI à une destination de l'objectif client, donc une augmentation de l'efficacité des ventes notamment. Top, merci. Effectivement, on a parlé de beaucoup de nouveaux outils, nouvelles features, on a parlé d'IA, on a parlé de données propriétaires. Et du coup, peut-être Romain, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu concrètement comment ça se passe chez Conforama, ce qu'aujourd'hui vous mettez en place, comment vous utilisez vos données propriétaires et ces potentiels nouveaux outils, nouvelles features à profit? Oui, on a parlé des solutions palliatives, entre guillemets.
C'est sûr que ce nouvel écosystème, il nous pousse à utiliser des assets, des atouts qu'on sous-exploitait peut-être jusqu'à présent, et notamment ces fameuses données propriétaires, souvent riches chez les retailers. Donc Conforama, on a multiplié nos efforts pour mettre à profit, pour utiliser ces données propriétaires. Chez Conforama, on a 10 millions de clients en base de données, dont 90% adressables, que ce soit par courrier, par email, par SMS. Alors, pourquoi est-ce que cette donnée first party, pourquoi cette donnée propriétaire, elle permet, elle génère un avantage concurrentiel dans ce nouveau contexte, parce que c'est parfois pas toujours évident de faire le lien entre des cookies third, et entre de la donnée propriétaire, de la donnée first. Elle permet d'avoir un avantage concurrentiel parce qu'elle nous permet déjà de toucher nos clients sur les plateformes loguées que peuvent être YouTube, Meta, voilà, en faisant du matching de données entre notre donnée et la donnée de ces plateformes. Et elle nous permet aussi de faire de la prospection performante en créant, par exemple, des profils similaires, des look-alike, à partir de notre donnée first party. Donc oui, la donnée first party, ça représente un réel avantage compétitif, et encore plus dans ce nouveau contexte. Super, merci. Peut-être pour finir un peu là-dessus et vous raconter un peu la manière dont Artefact, nous, on accompagne nos clients sur le sujet. C'est, je pense aussi encore une fois, autour de 3 axes. Premier axe, autour de la donnée propriétaire, donnée first party. Donc, aider nos clients, on conseille vraiment de bien collecter vos données propriétaires first party. Construire une sorte de vue 360 de vos clients à travers tous les ID que vous pouvez collecter, qui sont des ID qui sont pérennes, comme les emails, comme des cookies first party par exemple. Exploiter cette donnée voilà, avec de l'IA pour créer des audiences qui vont être envoyées aux différents outils. Les exploiter pour de la mesure aussi, pour suivre vos consommateurs dans le temps, faire des mesures aussi type MMM, statistiques, qui vont permettre de comprendre en fait vos investissements, les retours qu'ils peuvent avoir. Deuxième pilier autour, voilà, on a beaucoup parlé des technologies et des outils. Il n'y a pas, vous l'aurez compris, une seule technologie qui va vous permettre, ou un seul outil qui va vous permettre de résoudre tous vos problèmes. C'est vraiment un écosystème, on va dire, d'outils best in class que vous devez construire avec voilà, plein de technos et de logos différentes qui vont devoir voilà, être entrecoupés, se connecter entre eux pour vous permettre de bien collecter, bien stocker, processer finalement vos données first party, mais aussi les activer, en mesurer voilà, l'impact qu'il peut y avoir sur les différents canaux. Et voilà, dernier axe autour de la donnée second party. Donc, je vais vraiment vous encourager voilà, à construire des partenariats, on va dire, au même titre que vous avez des partenariats commerciaux entre distributeurs et marques, par exemple, à construire des partenariats qui s'étendent au niveau data. Donc pour voilà, exploiter la donnée first party de d'autres entreprises et étendre votre partenariat commercial au niveau data en tant que marque pour aller exploiter les données de vos retailers, de vos publishers, interconnecter ces données entre elles avec voilà, des technologies comme des clean rooms par exemple. Donc voilà, et peut-être pour finir, parce que voilà, tu avais dit que tu reviendrais dessus voilà, à la fin sur la Privacy Sandbox, qui est, voilà, quel est ton point de vue peut-être d'un point de vue Criteo, Arnaud, sur la Privacy Sandbox? Est-ce que tu voulais élaborer un peu plus? Tout à fait. C'est une longue histoire, puisqu'elle a commencé dès l'annonce de Google en 2020 de la suppression à venir des cookies tiers. Donc on a écrit en 2020 une série d'articles qui s'appelait du petit nom de Sparrow, qui donnait des propositions sur l'ensemble des éléments de la publicité en ligne, que ce soit les audiences, la mesure, les enchères, qui ont été pas mal repris par les équipes de Chrome dans la construction du set actuel d'API. En 2021, on a mené des tests sur la version précédente qui était Flock. On a produit, pour le bénéfice de l'ensemble de l'industrie, ces tests-là, on les a rendus disponibles. Et depuis l'année dernière, voilà, on a intégré le nouveau set d'API avec voilà, les protected audience, les topics ou les attribution reporting. Et à chaque fois, on a fait beaucoup de retours à Chrome, aux équipes de Chrome, avec le leitmotiv que j'évoquais tout à l'heure, est-ce que c'est une solution qui est précise? Est-ce que c'est une solution qui va apporter l'échelle et la viabilité économique? Donc voilà, tous nos retours sont dans ce sens-là.
Et aujourd'hui, on accélère ce partenariat parce qu'on a une centaine de personnes en interne qui travaillent sur le sujet pour pouvoir, pour pouvoir intégrer encore plus en profondeur, optimiser ces API et se préparer aux tests de marché que tu mentionnais pour le premier semestre prochain, qui sera un révélateur pour comprendre quel est l'impact, encore une fois, bon, sur l'ensemble de la chaîne de valeur et tant côté offre que côté demande. Donc voilà, on est très engagé sur la Privacy Sandbox, qui est l'un de nos 3 piliers, avec, on en a pas mal parlé, la donnée propriétaire et les environnements fermés, retail media et social. Voilà. Désolé, mon micro ne marche plus. Super, merci. Peut-être avant de conclure et avant de prendre vos questions, vous pouvez d'ores et déjà réfléchir à des questions si vous en avez. Peut-être est-ce que vous voulez finir par un conseil pour la fin ou un mot de la fin que vous pourriez conseiller à tout le monde. Je vais commencer par Myriam, par exemple. Merci. Alors, s'il y a un conseil, et c'est vrai que j'ai déjà un petit peu dit, c'est de commencer à agir maintenant. Donc, il y a des solutions qui existent. Et autour notamment de la donnée propriétaire et de l'intelligence artificielle. On parle beaucoup du futur de la publicité, mais en fait, on est déjà à mi-chemin dans le futur parce que si on fait un calcul, aujourd'hui, on peut estimer qu'il y a 50% du trafic, on n'a déjà plus de cookies tiers. Donc, du coup, il y a un intérêt à déjà mettre en place tout ce que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui. Et j'avais aussi envie, en petit mot de la fin, parce qu'on s'est beaucoup concentré aujourd'hui sur l'impact pour les annonceurs de la diminution des données. Et c'était le thème de cette conférence. Mais en fait, il y a aussi un enjeu autour du fait d'avoir un espace Internet qui reste ouvert et accessible pour tous. Aujourd'hui, on a accès à des millions de contenus en ligne, de façon gratuite le plus souvent ou de façon très accessible. Et on y a accès parce qu'aujourd'hui, en fait, les éditeurs sont rémunérés grâce à la publicité en ligne. Donc, il y a un vrai aussi enjeu à pouvoir préserver cet espace Internet ouvert avec une publicité en ligne qui soit performante pour les annonceurs, rémunératrice pour les éditeurs et qui soit plus protectrice de la vie privée pour les utilisateurs. Alors, pour conclure, peut-être nuancer les propos d'introduction. Quand on disait que tout le monde était logé à la même enseigne dans ce nouveau contexte, puisque cet environnement, il reste quand même complexe, il est compliqué à vulgariser. Et ça, par nature, ça crée quand même finalement une certaine distorsion concurrentielle, puisque les acteurs qui vont réussir à sortir du peloton pour former l'échappée, ce sera ceux qui en fait ont les ressources internes qui leur permettent de s'adapter à ce nouvel écosystème, que ce soit la donnée first party, on en a parlé, ou que ce soit leur capacité à implémenter au fur et à mesure et rapidement les données que l'on a à disposition. On les a mentionnés tout au long de cette discussion, avec donc notamment une équipe DSI, un DPO compétent, proactif. Du coup, de mon côté, je dirais diversifiez-vous en cohérence. Diversifiez-vous parce qu'on l'a beaucoup dit, il n'y aura pas une solution technologique qui permettra d'atteindre les niveaux d'échelle actuels. Et en cohérence parce que personne n'a envie d'avoir plein de solutions silotées qui ne se parlent pas et qui créent des inefficacités. Voilà. Effectivement, pour finir, pour reprendre ce que je disais, pour moi, c'est vraiment autour de 3 axes. C'est ayez une stratégie autour de vos données first party et des données que vous possédez pour bien les structurer, les utiliser, notamment avec de l'IA pour améliorer votre ciblage et votre mesure de performance. Voyez vos outils comme un écosystème et faites-le évoluer. Ça ne veut pas dire que vous devez tout chambouler du jour au lendemain, mais faites évoluer. Il y a des nouvelles features de vos outils existants, des nouveaux outils qui peuvent apparaître dans l'écosystème comme des CDP, des clean rooms, etc. qu'il vous faut considérer pour faire évoluer cet écosystème pour vous permettre finalement de mener à bien vos stratégies et étendez ces données first party à des données second party en construisant des partenariats stratégiques avec des acteurs de votre chaîne de valeur avec qui vous avez déjà probablement des partenariats commerciaux et d'étendre ce partenariat au niveau data.
Voilà. Est-ce que on va prendre les questions du coup du public si vous avez des questions. Pas de questions. Si pas de questions, on va conclure. Alors, merci beaucoup et Merci à tous. bonne soirée à tous. Merci.